Bienvenue tout le monde à ce webinaire de l'innovation intitulé Gérer son temps et ses priorités pour mener à bien ses projets. Je m'appelle Charlotte Duval, je travaille pour Laval Mayenne Technopole. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leurs projets d'innovation. Et on vous propose ce programme de webinaire et de matinée de l'innovation pour parler des différents sujets qui ont attrait à l'innovation. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Christian Travier qui va animer ce webinaire ce matin. Oui, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon. Alors, un séminaire sur la gestion du temps, c'est un peu comme un séminaire sur la gestion de l'argent. C'est normal parce qu'on dit toujours que le temps, c'est de l'argent, donc c'est un peu la même chose. C'est toujours un sujet qui intéresse, qui attire parce que, ben voilà, on est nombreux à partager, et je m'inclus très largement dedans, cette difficulté finalement à gérer son temps pour accomplir tout ce qu'on veut faire, et en particulier les projets qu'on veut mener. Alors, ce matin, c'est un sujet très vaste, donc je pense que je vais vous frustrer à la fin parce que voilà, on n'aura bien sûr pas fait le tour de la question. Mais on va essayer d'aborder quelques notions pour vous aider peut-être à réfléchir à ce sujet et à le voir un peu autrement. Alors, juste pour me présenter pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Christian Travier. Aujourd'hui, je dirige Laval Mayenne Technopole. Et donc, comme a dit Charlotte, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les entreprises et les entrepreneurs sur les sujets d'innovation. Alors, depuis le début de l'année 2020 aussi, je publie chaque semaine une newsletter donc, qui s'appelle Un pas dans l'inconnu et qui traite de tous ces sujets, qui traite de l'entrepreneuriat, qui traite du management et qui traite de l'innovation. Et donc, si vous êtes intéressé, après le séminaire, vous pourrez aussi vous abonner, puisque je traite de sujets, et en particulier ce sujet de la gestion du temps. Je l'avais déjà traité une fois, j'y reviendrai à la fin, je vous donnerai les références. Et puis, j'ai profité de préparer ce webinaire pour aussi en faire le sujet de l'article qui est paru ce matin. Et peut-être que la semaine prochaine, j'y reviendrai encore. Donc voilà, vous aurez aussi comme ça des compléments à ce que je vais pouvoir vous dire ce matin. Alors, c'est quoi le problème? De quoi est-ce qu'on veut essayer de parler ce matin? À la fois de la gestion du temps, mais dans un contexte particulier qui est celui des projets et des projets d'innovation en particulier. En 2019, on a fait une enquête auprès de plus de 300 PME sur le sujet de l'innovation, et une des questions c'était quels sont les freins à l'innovation? Eh bien, comme vous voyez sur le graphique là, le frein principal que les dirigeants expriment pour ce qui les empêche d'innover ou ce qui les ralentit dans l'innovation, c'est la question d'argent. Bon, ok. Mais le frein numéro 2, c'est la question du temps. Donc, le manque de temps. On n'innove pas parce qu'on n'aurait pas le temps dans les entreprises. Et on voit que il y a une différence entre les entreprises jeunes, moins de 5 ans, et les entreprises plus âgées, plus de 5 ans. Et donc, plus l'entreprise est âgée, c'est-à-dire plus elle est en activité mature et plus elle doit gérer son quotidien, eh bien, plus cette question du temps est importante et il est difficile de trouver du temps pour innover. Et pourtant, par ailleurs, les dirigeants d'entreprise reconnaissent bien que l'innovation, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Là, j'ai trouvé, mais il en existe plein, une enquête qui avait été faite aussi en 2019 par le CIC, et dans lequel 59% des dirigeants de PME déclaraient que l'innovation était une priorité pour eux. Et puis en plus,
34% pensaient que sans innovation, leur entreprise ferait faillite à très court terme. Ces résultats-là apparaissent régulièrement dans tous les sondages preneurs qui sont faits. L'innovation est toujours vue comme quelque chose d'essentiel, mais et aussi, enfin, d'essentiel et de vital même. Mais pourtant, donc, en même temps, ils disent ne pas avoir le temps à y consacrer. Donc, c'est un paradoxe très important et j'ai envie de l'illustrer d'une façon un peu humoristique de cette façon. C'est en gros, on a un gros problème, on le sait, mais on n'a pas le temps de s'en occuper. Parce que justement, on est trop occupé à faire autre chose qui semble plus immédiatement. C'est pas mal. Voilà. Et donc, quand voilà, si donc je vous mets ça en face en disant, ben voilà, si vous êtes parmi ces dirigeants ou ces managers d'entreprise qui disent l'innovation c'est très important, mais j'ai pas le temps de m'en occuper, eh ben vous pouvez un peu ressembler à ces gens qui traînent leur carriole à roue carrée en ignorant que la roue ronde existe. Voilà. Donc, c'est un peu le contexte de ce webinaire, c'est le pourquoi j'ai souhaité pouvoir partager avec vous quelques idées et quelques notions pour vous aider peut-être à dépasser ce problème. Alors, avant tout, peut-être, et pour vous donner un tout petit peu la parole, j'aurais voulu savoir, vous, quelles sont vos attentes en venant, enfin, en étant inscrit à ce séminaire. Voilà, vous avez certainement lu le sujet et vous avez projeté sûrement quelque chose en disant ah oui, ça m'intéresse parce que j'ai besoin d'innover, ou ah oui, ça m'intéresse parce que j'ai jamais le temps, ou voilà, je sais pas. Donc peut-être que je vais vous laisser quelques secondes pour écrire dans le chat les motivations qui vous ont amené à vous inscrire et pourquoi et qu'est-ce que vous en attendez, en espérant que ensuite je sois en mesure d'y répondre, mais justement ça va me permettre de mesurer l'écart entre ce que j'ai préparé et ce que vous attendez. Voilà, donc vous pouvez noter dans le chat et puis on va voir voilà ce que vous espérez de ce webinaire. Et est-ce que vous vous reconnaissez dans déjà la situation que j'ai décrite, qui est évidemment moyenne, puisque quand on fait des sondages, on moyenne sur la réalité. La gestion d'une journée problématique et de toujours déborder. J'ai l'impression de ne gérer que ce qui est urgent. Et oui, on est souvent là. Beaucoup de tâches qui arrivent au fur et à mesure et difficulté de se poser, de s'organiser. Toujours l'impression d'être débordé. Oui, est-ce une impression ou une réalité au final? Ça, c'est toujours la question qu'il faut se poser. Trouver des outils et des moyens pour savoir trouver le temps et prendre de la hauteur. Pour mieux s'organiser au quotidien, j'attends des conseils d'organisation, conseils sur des outils. Bon, mettez la pression là, parce que vous avez des attentes très précises. Optimiser mon temps de travail pour être plus efficace. Tout ça est très pertinent, hein. Tout ça est des questions que beaucoup se posent et que beaucoup pourraient partager. Entrepreneur, j'ai tendance à gérer les demandes de suite. Et oui, ça, des fois, se précipite sur des choses qui sont peut-être pas urgentes. Gérer le quotidien, les sollicitations externes. Oui, voilà. Est-ce qu'on est maître de notre temps? Ça, c'est une vraie question. C'est toujours beaucoup trop optimiste. Ah ben c'est bien d'être optimiste, mais des fois, ça joue des tours, oui. Je développe un outil de gestion de temps. Ah bon, ben c'est bien. C'est parti pour vous structurer. Bah, écoutez, vous avez beaucoup d'attentes et d'espoir dans ce webinaire. Donc, j'espère pouvoir répondre à certaines questions. Je ne pense pas à tout, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet très, très vaste. Mais en tout cas, je vais essayer de vous donner des pistes
et puis de vous inspirer surtout pour réfléchir peut-être un peu différemment à cette question. Alors, voilà. Mon premier disclaimer, comme on dit toujours, c'est il n'y a pas de recette miracle. Il ne faut pas s'attendre. Moi, j'ai aussi longtemps cherché la recette miracle. Ah, si je pouvais être organisé de telle façon que j'arrive à gérer tout ce que j'ai à gérer tranquillement, sans stress, sans avoir l'impression d'être débordé. Eh bien, voilà. Je ne voudrais pas vous décevoir, mais je pense, enfin, en tout cas, j'ai rarement trouvé des gens qui avaient réussi à atteindre ce niveau. Et parce qu'il n'y a pas de recette miracle, en tout cas de choses simples qu'on pourrait faire et qui résolvent une fois pour toutes le problème. Donc, et chercher, c'est un peu chercher quelque chose d'introuvable. Il vaut peut-être mieux en prendre conscience. Alors, l'autre chose très importante à comprendre quand on traite de ce sujet, parce qu'évidemment, on échange avec les autres, on peut lire des livres, on peut écouter des webinaires, et puis malgré tout, se sentir un peu frustré parce qu'on a l'impression que ça ne parle pas ce qui est dit. Ben, c'est normal parce qu'en fait, on est tous différents, et vraiment différents, et différents à plusieurs niveaux. Alors, on a des personnalités différentes, on a des rythmes biologiques différents, on a des caractères, des qualités, des défauts différents. Et si je détaille un tout petit peu ça, voilà par exemple, alors je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà passé des tests de personnalité dans le cadre de vos formations ou dans le cadre de votre travail. Mais en tout cas, c'est très utile et très instructif. Et il en existe plein. Donc là, j'en prends un qui est un exemple. Hein, dans lequel, voilà, une fois qu'on a passé le test, on se retrouve dans un de ces cadrans qui sont assez franchement différents. Et donc, on est affublé d'une couleur. Voilà, si vous êtes jaune comme moi, vous êtes spontané, ludique, différent, créatif. Et puis, si vous êtes violet, vous êtes plutôt quelqu'un d'évaluateur, fiable, de confiance, qui fait plutôt référence à des règles établies. Donc, tout ça est très bien parce qu'il n'y a pas de mauvaise personnalité. Il faut juste acter et comprendre que nous sommes différents et que nous avons une personnalité qui peut évoluer. Hein, elle n'est pas non plus inscrite dans le marbre, mais enfin, elle est assez solidement ancrée en nous du fait souvent de notre éducation et de notre passé. Ensuite, bah, nous avons aussi, de par là pour le coup, notre physique, notre corps, notre chimie intérieure, des rythmes biologiques qui peuvent être un peu différents. Hein, il y en a qui sont du soir et d'autres du matin. Il y en a qui ont besoin de faire la sieste et d'autres pas. Il y en a qui ont besoin de bouger se réoxygéner, etc. Voilà, enfin, on est tous avec un corps qui fonctionne à sa façon et donc qui fait que notre gestion du temps va être impactée par ça. Voilà, si vous êtes du matin, vous allez avoir du mal à veiller tard et donc à travailler avec des gens qui sont plutôt du soir. Voilà, et puis bien sûr, ça on le sait tous, on a des caractères différents et ces caractères vont impacter aussi notre vision du temps. Parce que si on est patient, le temps va paraître, voilà, va pouvoir être capable d'attendre. Si on est très impatient, 5 minutes vont nous paraître une éternité. Et donc forcément, on ne va pas gérer les choses de la même façon. Donc toutes ces réalités, elles vont être difficiles à changer. Hein. Il faut être conscient que ce soit la personnalité, que ce soit le rythme biologique ou que ce soit le caractère, c'est quand même des choses qui sont assez fortement ancrées à nous-mêmes et on va avoir pas mal de mal à les modifier. Alors en particulier, je prends ici vis-à-vis de la question du temps, un peu deux typologies de personnalités qui sont assez opposées. Donc dans ce que j'ai montré tout à l'heure de la profil ComColors, qui est assez connu, c'est la différence entre les jaunes et les bleus. Les bleus, qui sont des gens très structurés, très organisés, très méthodiques, donc assez déterminés, productifs, efficaces, structurés, voilà, des gens qui
qui vont mettre de l'ordre dans les choses. Donc, petit dessin là montre, là, ils ont un ordinateur dans la tête. C'est assez agréable de travailler avec eux quand il y a des choses à structurer. Et puis à côté, il y a plutôt les jeunes qui, eux, vont foisonner d'idées, vont être créatifs, vont avoir besoin de changer, vont s'ennuyer très facilement, vont avoir une gestion du temps et de l'heure qui est un peu aléatoire. Voilà. Et donc, ces deux personnalités que vous pouvez assez facilement voir si vous êtes dans un cas ou dans l'autre, pas forcément, hein, parce qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, vous voyez le type de personne que ça représente. Eh bien, ces deux personnalités vont avoir quand même des gestions vis-à-vis du temps et de la gestion du temps et des projets, des approches très très différentes et vont pas réagir de la même façon. Donc, quand on va vous donner des conseils, ben, il faut voir d'où ils viennent en fait. Hein. S'ils viennent d'une personne qui est plutôt bleue ou d'une personne qui est plutôt jaune. Parce que forcément, c'est impacté, quoi. Je vais y revenir tout à l'heure, mais vous allez voir qu'on ne peut pas appliquer les mêmes conseils ou les mêmes recettes suivant qu'on est jaune ou suivant qu'on est bleu. Une autre approche qui est assez différente dans la gestion du temps et dans la façon de vivre le temps, qui peut être recoupée d'une certaine façon avec le fait qu'on soit jaune ou qu'on soit bleu, mais pas non plus exactement la même chose, c'est soit vous vivez le temps, c'est-à-dire chaque moment que vous vivez, il est déterminé par le temps qui lui est accordé. C'est-à-dire qu'une réunion est planifiée pour 1 heure. Quand l'heure est passée, quoi que la discussion ait produit, où que vous soyez dans la discussion, l'heure est passée, donc la réunion est terminée. Et donc, vous coupez court et vous passez à la tâche suivante. Si vous avez défini que vous alliez faire quelque chose dans un temps donné, quand le temps est écoulé, vous passez à autre chose. Ça, c'est une façon d'appréhender le temps, qui est une façon d'être rythmé par le rythme et par l'horloge, indépendamment de ce qu'on fait ou de ce qu'on est en train de faire. Vous pouvez switcher facilement d'une activité à l'autre à partir du moment où l'heure est arrivée. Donc ça, si vous êtes naturellement comme ça, eh bien vous allez être toujours à l'heure, vous allez switcher facilement d'une activité à l'autre, et vous allez plus ou moins toujours réussir à respecter vos plannings. Et puis il y a ceux qui ont une autre approche du temps, qui est le temps s'écoule en fonction de ce qu'on fait, et donc quand une action est terminée, quand la discussion est arrivée à un point où on a fini de dire ce qu'on avait à dire, alors on passe à autre chose. Peu importe l'heure, on peut être en avance ou en retard par rapport à ce qui était initialement prévu, peu importe. L'heure est arrivée, donc on passe à autre chose. Et donc cette approche du temps, elle est donc fonction de ce qu'on fait et de ce qu'on vit. Voilà. Donc c'est vraiment deux choses radicalement différentes et difficiles à concilier. Et pendant longtemps, moi, je n'avais pas réalisé ça et je comprenais pas bien pourquoi il y avait des gens qui étaient toujours à l'heure et qui voulaient toujours terminer à l'heure alors qu'on était en plein dans la discussion. Alors que moi, j'avais l'impression qu'il fallait d'abord finir ce qu'on était en train de faire, arriver à un point de conclusion avant de passer à autre chose. Je comprenais pas cette différence. Mais en fait, c'est vraiment parce que nous sommes câblés différemment, quoi. Voilà, c'est intrinsèque. Quand on est d'abord intéressé par ce qui se passe et par finir ce qui se passe, il y a des personnes qui on oublie, on s'intéresse au présent. Et sinon, eh bien, on s'intéresse plutôt à rythmer et à faire ce qui était prévu et à suivre le planning. Voilà. Ces deux approches, je ne dis pas qu'elles sont totalement, comment dirais-je, on peut quand même de temps en temps passer d'une à l'autre. Hein. C'est pas aussi hermétique que ça, mais on est globalement plutôt d'une tendance ou plutôt de l'autre.
Et je pense que si vous réfléchissez vite, pour vous, vous allez pouvoir choisir un des deux camps. Voilà. Et donc, tout ça pour vous faire prendre conscience que la gestion du temps, c'est pas un principe universel, quoi. C'est pas quelque chose où il y aurait une vérité absolue et où il suffirait d'apprendre bien sa leçon, de faire bien ses exercices pour parvenir à gérer son temps et à être libéré, dégagé de ce problème. En fait, pas du tout. Et je pense que c'est une des erreurs de tous les livres qui existent. Alors, je fais une petite recherche sur Amazon. Il y a des centaines de pages de livres qui s'appellent Gérer votre temps, la gestion du temps, gérer bien votre temps, mieux gérer son temps, mieux apprendre son temps. Enfin, il y a des milliards de livres. Franchement, c'est un des sujets, si vous voulez écrire un livre et avoir du succès, c'est un bon sujet. Et donc, tous ces livres que vous pouvez lire si vous cherchez des trucs et des astuces, ils en sont bourrés, tous ces livres, j'ai l'impression qu'ils font souvent une erreur, c'est de penser que justement on est tous les mêmes et on peut tous rentrer dans. Il suffit d'apprendre la méthode X, la méthode Y et toutes les méthodes ont des noms barbares, Pomodoro, je sais plus quoi, ZTD. Enfin, il y a plein de méthodes dans ces livres. Et chacun y va de son invention. Mais moi, j'ai jamais réussi. Enfin, en tout cas, j'ai souvent essayé de lire ce genre de livres. Et j'ai jamais réussi à en tirer quelque chose d'utile pour ma vie parce que j'avais beau essayer d'appliquer la méthode, très vite parce que j'y arrivais pas, quoi. J'y arrivais pas. Parce qu'en fait, ces méthodes, globalement, elles s'adressent plutôt aux gens qui ont un profil bleu. Parce que souvent, c'est pas inégal comme ça, là. Mais je vais le dire à Cédric et puis on va essayer de programmer, s'il vous plaît. Voilà, donc généralement, on s'adresse à des profils qui sont plutôt structurés, qui sont déjà assez bien organisés et qui veulent s'améliorer et qui veulent encore être plus efficaces, qui veulent encore optimiser leur fonctionnement. Et ça marche. Donc, ces livres-là sont très bien si vous êtes de cette nature et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez voir comment les gens encore mieux organisés, encore plus efficaces travaillent. Vous pouvez assez significativement améliorer votre performance. Mais si vous n'êtes pas du tout comme ça, si vous êtes plutôt comme moi, quelqu'un de plus créatif, plus désorganisé, déstructuré, etc., ces livres-là vont être un cauchemar. Parce que vous allez devoir vous formater dans une camisole qui n'est pas à vous. Vous allez devoir vous forcer à être quelqu'un d'autre. Alors, les gens les plus volontaires vont peut-être y arriver pendant un certain temps, mais avec comme conséquence que vous allez perdre le plaisir de travailler, vous allez perdre votre motivation et votre passion parce que vous allez devoir vous forcer dans des schémas qui ne vous appartiennent pas. Et donc, mon conseil est plutôt de dire à ces gens qui ne se retrouvent pas dans ces livres, de plutôt lire ce genre de livres. Être soi-même, oser être soi-même, avoir le courage d'être soi-même. Voilà, parce que en fait, ce qui est plus important, il me semble, quand on cherche à s'améliorer, et la gestion du temps fait partie des points à améliorer dans nos vies de travail et peut-être nos vies personnelles. Quand on cherche à s'améliorer, l'idée n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais l'idée est plutôt de devenir une meilleure version de soi-même, c'est-à-dire d'être soi avec ses qualités, mais ses qualités augmentées pour être encore meilleur dans ce qu'on est. Et c'est là qu'on peut trouver, à mon avis, un équilibre et un alignement
et une grande efficacité. Et donc, c'est un peu contre-intuitif ce que je suis en train de dire, parce que peut-être que vous cherchez à dire, voilà, je suis débordé, je suis toujours en retard, j'arrive pas à rendre mes rapports à l'heure, comment je peux faire pour m'organiser? Eh bien, peut-être que la réponse n'est pas dans je vais lire encore plus de livres et je vais appliquer encore plus de méthodes, mais je vais peut-être essayer de comprendre comment je fonctionne et je vais essayer de comprendre que c'est pas pour moi et que pour moi, je dois réagir autrement. Alors là, j'ai pas creusé ce sujet-là. On pourrait, ça pourrait être le sujet d'un autre séminaire. Mais je donne quelques pistes, par exemple, dans l'article que j'ai écrit et qui est paru ce matin et que vous pourrez lire, qui était que j'ai préparé en même temps que je préparais ce webinaire, en pensant à moi, comment je vous partage, si vous voulez, quelques expériences de comment j'ai pu moi-même essayer d'être meilleur, c'est-à-dire de faire plus de choses en moins de temps, tout en n'appliquant pas des méthodes qui me convenaient pas. Eh bien, quand on est plutôt de type créatif, plutôt de type jaune, comme j'ai dit, pour ceux à qui ça parle, eh bien, il vaut mieux creuser ça, travailler ça, être encore plus créatif. Moi, je suis beaucoup plus créatif que j'étais quand j'étais plus jeune, parce que j'ai beaucoup travaillé ce sujet-là. Parce qu'en fait, en étant très créatif, on se rend compte que on va trouver des solutions face à des tâches à faire. On va trouver des solutions originales, différentes, mais qui vont être beaucoup plus rapides, par exemple. Et donc, au lieu de dire je vais faire plus de tâches dans un temps donné parce que je vais être très organisé, ce qui est très bien pour des gens qui savent faire ça, le créatif, il va dire, ben moi, je sais que je ne vais pas arriver à faire ça, parce que ça ne me correspond pas. Par contre, je vais trouver une autre façon de faire qui va être plus rapide et qui va me permettre aussi d'être plus efficace, mais parce que je n'aurai pas traité le sujet de la même façon que quelqu'un de plus structuré. Donc, en développant sa créativité, on peut effectivement gagner du temps, mais parce qu'on va prendre d'autres chemins. Voilà un exemple de comment on peut réagir différemment plutôt que d'essayer de s'appliquer des choses qui ne nous correspondent pas. Un autre exemple, c'est si vraiment il y a des choses que vous pensez ne pas être capable de faire parce que voilà, il faut de l'organisation, de la méthode, il faut être très structuré, c'est un peu contraignant pour vous, eh bien, une façon peut-être dans l'entreprise, c'est aussi si vous êtes entrepreneur en particulier, de réfléchir à comment s'entourer de personnalités qui sont capables de faire ces tâches-là. Et donc, au lieu de vouloir faire tout, ou en tout cas une bonne partie des choses qui vous semblent être de votre rôle, il est peut-être plus utile d'essayer de trier dans toutes les tâches à faire celles qui vous correspondent et de celles qui ne vous correspondent pas, et de s'entourer des personnes complémentaires pour réaliser ces tâches qui ne vous correspondent pas. Et ainsi, être efficace, non pas individuellement, mais en équipe. Et en déléguant des tâches, vous allez libérer du temps pour faire des choses dans lesquelles vous êtes très bon. Et donc souvent, je pense, quand on se dit débordé, si on regarde bien son agenda et tout ce qu'on a à faire, c'est parce on est en train de faire des choses pour lesquelles on n'est pas fait, ou pour lesquelles on n'est pas très bon, pour lesquelles on n'est pas naturellement doué ou particulièrement efficace. Et donc, plutôt que d'essayer de s'acharner, de trouver une méthode pour devenir meilleur, est-ce qu'il n'est pas plus intelligent de voir comment répartir les tâches? Alors, évidemment, si on est un salarié à qui on a donné ces tâches-là, on n'a pas trop le choix. Mais si on est un manager ou si on est un entrepreneur, on peut analyser ce qu'on a à faire et le répartir autrement. Et si on est un manager, justement, et qu'on voit que
nos salariés ont certaines difficultés avec certains types de tâches, c'est notre rôle de répartir différemment le travail pour que chacun soit efficace avec ses qualités. C'est pas notre rôle d'essayer de transformer les gens et de les faire devenir autre chose que ce qu'ils sont. Notre rôle, c'est de les rendre meilleurs en leur donnant la chance de s'exprimer au mieux dans ce pourquoi ils sont faits. Donc voilà toute la logique d'être soi-même. Être soi-même, ça ne veut pas dire voilà, je suis comme ça, de toute façon, je suis toujours en retard, donc voilà, ça c'est moi, et puis c'est très bien. Non, être soi-même, ça veut dire je reconnais comment je fonctionne, et j'essaye ensuite d'utiliser ça comme une force, et non pas, j'essaye pas de me transformer en quelqu'un d'autre, parce que j'y arriverai jamais. Si vous êtes un lanceur de poids, vous ne deviendrez jamais un coureur de 100 mètres. Même si vous faites beaucoup d'efforts. Donc voilà pour la première partie de ce webinaire qui est donc plutôt sur une approche du sujet qui est peut-être un peu différente, que vous n'avez peut-être pas entendu avant, mais qui pour moi est très libératrice. Parce que franchement, si on n'est pas fait pour ça, lire ces livres de gestion du temps, c'est un cauchemar. Parce qu'on se sent toujours incapable. Ou écouter les gens. Moi, le truc qui me tue, c'est quand j'entends des interviews, il y a des demandes à des grands patrons, mais comment vous faites pour faire tout ce que vous faites? C'est incroyable. Alors déjà, ils travaillent 15 heures par jour et ils sont jamais fatigués. Alors déjà, ça, c'est bizarre. Et ensuite, ils disent, ah oui, mais moi, je découpe mes journées en tranches de 5 minutes et toutes les 5 minutes, j'accomplis une tâche essentielle et puis je passe à une autre. Ah bon, c'est pas possible, ça, c'est des robots, ça. Ben oui, donc quand on n'est pas comme ça, franchement, c'est impossible d'essayer de le devenir. C'est extrêmement frustrant de se dire, ah oui, il faut que j'arrive à être comme ça pour être efficace. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est eux, ils sont comme ça, ben, très bien, tant mieux pour eux. Ils se plaisent là-dedans, mais moi, une vie comme ça, c'est un cauchemar. Si toutes les 5 minutes, je dois absolument finir une tâche pour passer à la suivante et puis que je peux pas respirer 2 secondes, je peux pas prendre du temps à échanger un peu plus avec quelqu'un parce qu'il y a aussi une notion de plaisir dans ce qu'on fait, bah, c'est fini, quoi. Moi, je vais déprimer, je vais mourir. Et voilà, donc être efficace, c'est pas uniquement respecter un modèle que des fois on veut bien nous montrer en disant voilà ce que c'est les gens efficaces. Donc ça, c'est pas vrai, c'est un mythe. Alors, deuxième partie du webinaire. Puisque le sujet, c'était quand même comment gérer son temps pour mener à bien ses projets, c'est voilà, comment quand même, quelle que soit notre personnalité, comment on va essayer d'avancer pour, dans tout ce qu'on a à faire au quotidien, pouvoir s'intéresser à l'innovation et donc préparer l'avenir. Parce que le problème de l'innovation, c'est que c'est un sujet d'avenir, évidemment. Parce que innover, ça prend un certain temps, et innover, c'est donc préparer l'avenir. Donc c'est pour ça que les entreprises disent innover c'est important, mais qu'en même temps ils disent j'ai pas le temps de m'y consacrer parce qu'innover c'est pas le quotidien. Le quotidien c'est de vendre, d'encaisser les factures, de produire la commande déjà faite. Et donc ça c'est urgent parce que ça c'est vraiment ce qu'on a à faire aujourd'hui. Innover c'est pour préparer demain. Alors des fois demain dans 6 mois, mais souvent c'est demain dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Ça dépend du domaine dans lequel on travaille et de la difficulté et de la longueur des projets d'innovation, mais des fois, il faut s'y prendre bien en avance. Et donc, comment on fait pour quand même s'intéresser à ce sujet du futur dans le présent? Parce que si, évidemment, on n'y pense jamais au quotidien, on ne va jamais pouvoir être prêt pour l'avenir. Bien, alors déjà, comprenons comment ça fonctionne l'innovation et quelles sont les phases par lesquelles il va falloir passer. Alors, pour faire assez grossièrement, mais c'est globalement vrai dans tous les cas, il y a 3 phases dans un projet d'innovation. La première phase, c'est la phase d'idéation, c'est-à-dire celle dans laquelle on commence à réfléchir à un sujet et à imaginer des solutions. Donc déjà, on prend conscience d'un problème, puis on imagine des solutions. Ça, c'est la phase d'idéation.
Ensuite, il y a la phase de validation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à voir quelques pistes de ce qu'on pourrait faire, il faut s'assurer que c'est possible, s'assurer que ça concerne et que ça intéresse les gens à qui c'est destiné, et puis qu'on va réussir à le faire. Et puis la troisième phase, une fois qu'on a validé donc son idée et son projet, c'est la phase d'exécution dans laquelle il faut réaliser, produire son innovation, trouver les solutions et les mettre en œuvre pour ensuite, évidemment, les distribuer et les vendre. Parce que l'innovation, ça doit quand même trouver son marché et son client. Alors, que ce soit une innovation pour des clients ou même une innovation interne dans le processus, eh bien, il faut la vendre, entre guillemets, à ceux à qui elle est destinée. Si vous installez un nouveau process de fabrication dans votre usine, il va falloir embarquer tous les collaborateurs pour rentrer dans ce nouveau process. Et donc, il faudra le vendre. Donc voilà les trois phases. Et pour chacune des phases, on va pouvoir avoir des outils et des méthodes et des façons de faire adaptées. Et surtout, on va essayer de faire ça en passant le moins de temps possible, puisque le problème, c'est le temps. Alors, l'idéation, je vois des fois des entreprises qui me disent « Ah oui, ben non, c'est pas le moment pour nous d'innover maintenant, ou votre sujet, là, vous voulez nous parler quelque chose, non, c'est pas le temps, parce qu'on a un projet, et on est en train de mener ce projet. Quand on aura terminé, on aura libéré notre esprit pour penser à autre chose. » Alors franchement, cette approche de l'innovation, je pense qu'elle n'est pas bonne. L'idée dans l'entreprise, la phase d'idéation doit être permanente. C'est pas parce que vous avez un projet qui est en cours, qui est peut-être dans la phase d'exécution. Ça fait 2 ans que vous bossez dessus, maintenant il faut délivrer. C'est pas parce que vous en êtes là qu'il faut pas penser à une autre idée et à un autre projet dans la phase d'idéation. Parce que sinon, vous allez avoir une innovation qui va ressembler à des montagnes russes. C'est-à-dire, vous allez sortir un projet aujourd'hui, en 2020, et puis comme vous n'avez rien dans le tuyau, eh ben, vous allez de nouveau repartir et dire « Ah oui, maintenant, il faudrait préparer la suite. » Et puis, le prochain projet, il sortira en 2030. Et on voit ça dans les entreprises. On voit des phases d'innovation très lentes. Et donc, les entreprises, elles ont des trous. Parce qu'à un moment donné, il y a plus de produits nouveaux. Donc, le chiffre d'affaires baisse. Et ouais, on n'a pas bien préparé l'avenir. Ça, c'est parce que, en fait, la phase d'idéation a été stoppée. Or, la phase d'idéation, pour moi, c'est quelque chose qui doit se faire en continu et en permanence. Et c'est quoi donc faire de l'idéation? La première chose à faire, c'est de comprendre les problèmes. Il n'y a pas d'innovation sans problème. Ou alors, là, il faut être un génie. Mais je présuppose que pour des gens normaux, il n'y a pas d'innovation sans problème. C'est-à-dire qu'on innove parce qu'on répond à un problème qu'on a identifié d'une façon différente. Et donc, le premier, quand j'entends des gens qui me disent « Oui, mais nous, on voudrait bien innover, mais on n'a pas d'idée », je dis « Ben oui, mais parce que le problème, c'est pas de chercher une idée. Le problème, c'est de chercher un problème. Le sujet de l'innovation, c'est chercher un problème, c'est pas de chercher une idée. Donc, si vous n'avez pas d'idée pour innover, ben, c'est parce que vous n'avez pas identifié de problème. Voilà. Et donc, la première démarche de l'innovation qui prend 0 temps, c'est pour ça que j'ai mis un chronomètre là, qui prend 0 temps, c'est juste d'être conscient de ce qu'on fait et de chercher les problèmes. Donc, dans le travail ou dans la vie quotidienne, peu importe, hein, ça dépend du domaine dans lequel vous êtes, il faut être attentif à ce qui se passe, écouter et observer et noter. Pour ça, j'ai mis un petit calepin, noter les problèmes. Parce qu'en fait, vous n'aurez pas d'idée d'innovation sans avoir identifié les problèmes. Donc voilà, donc la première chose à faire, qui prend 0 temps, je le rappelle, parce que on va pas s'asseoir un jour à la table pour dire « Ah,
il faut qu'on prépare notre plan d'innovation 2025. Alors, quels sont les problèmes? Si vous faites comme ça, c'est mort. Hein. Personne n'aura d'idée. Non, les problèmes, ils doivent sortir du quotidien et donc ils doivent être notés, identifiés au fur et à mesure que les choses se passent. Donc, ça prend 0 temps. Donc, ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps, parce que déjà, ils n'ont pas compris que ça commence par ça. Le deuxième chose, ensuite, une fois qu'on a identifié un problème qui semble assez embêtant, eh bien, c'est de vérifier que ce problème-là, il est bien partagé. Parce que si vous êtes le seul à avoir un problème, bon, bah, c'est tant pis pour vous, mais c'est pas vraiment un sujet d'innovation. Sauf à vous faire plaisir pendant vos temps libres. Donc, en fait, le sujet ensuite, c'est de questionner vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, les gens du domaine, les experts, en disant, ouais, mais comment tu fais, toi, pour faire ça? Si vous avez noté un problème sur, je sais pas, la maintenance des machines de tel type, eh bien, il faut questionner les autres. Comment tu fais, toi, pour faire ta maintenance? Ça te prend combien de temps, etc. Et donc, questionner à tout bout de champ les gens que vous rencontrez. Donc ça, c'est pareil. J'ai mis 10 minutes. C'est-à-dire, ça prend quelques minutes. Quand vous discutez avec quelqu'un, n'oubliez pas, vous avez un problème en tête, eh bien, n'oubliez pas de poser 3-4 questions sur ce problème à cette personne que vous avez en face de vous. Donc, ça va rallonger la conversation de 5 minutes, mais vous allez engranger de l'information. Et de temps en temps, quand même, quand les gens vous disent des choses importantes, il est pas mal de les noter quelque part, dans un petit fichier sur votre ordre. Ça vous prendra de nouveau quelques minutes. Vous voyez, c'est pas beaucoup de temps à passer. Mais c'est par contre une préoccupation à avoir. Ensuite, quand vous avez l'impression que ce problème il est bien partagé et que pas mal de gens l'ont, que beaucoup vous ont dit ah oui, ça c'est vraiment embêtant, il va falloir commencer à chercher une solution. Donc là, dire bon ok, maintenant on a bien compris quel était le problème, quelle idée peut-on avoir, comment peut-on faire? Et donc là, trois tips, trois façons de faire. Un, c'est faire de la veille, c'est-à-dire s'intéresser à ce qui se passe sur le sujet en question. Alors là, on pourra aller plus loin. Hein. Un jour, on pourra faire un webinaire sur comment faire de la veille parce que, évidemment, il y a plein de tips à donner. Mais encore une fois, faire de la veille, c'est pas excessivement consommateur de temps si on la fait en continu. Si on fait de la veille que le jour où on a un problème, ça va prendre des jours et des jours. Mais si on accumule de l'info au fur et à mesure, tous les jours un peu, donc là, il faut évidemment quelques outils ou méthodes, ça aide. Si on a des outils pour capter de l'info et la stocker et pouvoir la retrouver après, ben, évidemment, c'est plus facile. Mais là, il en existe plein, hein, outils numériques qui permettent quand vous voyez un article, quand vous voyez un tweet intéressant, vous le stockez quelque part pour y revenir le jour où vous allez démarrer votre projet. Voilà, donc ça c'est un peu d'organisation. Alors même pour les gens moins structurés et organisés, c'est quand même nécessaire de faire ça. Mais c'est pas hyper contraignant, franchement. Ensuite, l'autre façon de faire de la veille qui est essentielle, c'est de sortir de son bureau. Parce que 90%, j'ai pas fait d'enquête, mais je suis prêt à parier ça, 90 ou 95% des idées d'innovation ne viennent pas de chez vous. Elles ne sont pas en interne. Elles sont parce que vous avez vu des choses ailleurs. Et donc, si vous ne sortez pas, vous n'avez aucune chance d'innover. Donc, sortir, c'est prendre du temps, là pour le coup, pour participer à des salons, des événements, des conférences, aller visiter des concurrents, aller visiter des entreprises de notre secteur. Alors oui, c'est du temps. Cependant, ce temps, il faut peut-être l'utiliser en remplacement d'autres choses.
Si ça fait 15 ans que vous allez tous les ans au salon de votre métier, au mois de novembre, il y a le salon, c'est le rituel, on va au salon du métier. Ok, peut-être que c'est utile. Peut-être aussi que chaque année, finalement, vous voyez les mêmes, vous voyez les mêmes choses, vous dites, ah oui, on le connaît. Peut-être qu'une année sur deux ou une année sur trois, c'est pas idiot de prendre ces 3 jours de salon pour aller sur un autre salon qui n'a rien à voir avec votre métier, à essayer de découvrir autre chose. Vous n'aurez pas passé plus de temps, vous aurez juste focalisé votre temps différemment. Et puis, une très bonne façon d'avoir des idées, c'est de parler de ces problèmes à tout le monde. Quand vous identifiez un problème, plutôt que de dire ah oui, mais là, si je trouve une solution, enfin voilà, je vais garder ça pour moi. Non, non, grave erreur. Parlez de vos problèmes et des idées, des débuts d'idées de solutions à tout le monde, parce que tout le monde va enrichir ça. Et arrêtez de me dire oui, mais on va me piquer mes idées. Ça, c'est une bêtise. On ne pique pas les idées. On pique éventuellement les plans, les logiciels une fois qu'ils sont faits. Ça, oui. Ça, il faut se protéger. La cybersécurité, ne pas laisser sa valise dans le train. Oui, ça, certainement. Mais piquer les idées, alors ça, c'est… Personne pique des idées. Enfin, je veux dire, il faut travailler derrière. Les gens qui piquent, c'est parce qu'ils sont feignants. Donc, quand il faut travailler derrière, ça les intéresse pas. Ils piquent des choses toutes faites. Voilà. Donc, ne pensez pas qu'on va vous piquer vos idées. Par contre, on va vous les enrichir, vos idées. En discutant avec les gens, vous allez voir que vous allez très largement améliorer votre idée. Et pareil, ça prend pas de temps. Quand vous allez à un cocktail de votre profession, là, si le syndicat professionnel organise un événement, puis qu'il y a un cocktail après que vous parlez avec les confrères, les collègues, etc., de tout et de rien, plutôt que de parler de tout et de rien, vous passez les mêmes minutes à parler de votre problème et de vos idées, et vous allez voir que vous allez avoir nettement progressé, et que le cocktail aura vraiment servi à quelque chose. Donc voilà, encore une fois, des choses simples qui prennent pas tant de temps que ça. Et tout ça, ça permet de progressivement développer une méthode qui est extrêmement efficace, qui s'appelle la sérendipité. La sérendipité, c'est trouver ce qu'on ne cherche pas de façon précise. C'est-à-dire, si vous avez un problème et que vous cherchez absolument la solution là, aujourd'hui et maintenant, vous allez peut-être sécher, comme on dit, d'être devant la page blanche, et vous n'allez pas savoir trouver rapidement la solution. Si par contre, vous avez en tête des problèmes que vous avez identifiés et que vous faites beaucoup, vous exposez à plein d'idées, d'inputs, de solutions, de discussions différentes, à un moment donné, votre cerveau, il marche très bien, il va connecter des choses sans que vous en rendiez compte. Et d'un coup, vous allez avoir le fameux déclic. Ben voilà. Parce que, en fait, c'est le cerveau qui travaille tout seul. Et donc ça s'appelle la sérendipité. Voilà, le temps passe, donc il faut que j'avance un peu plus vite. Mais cette première partie, elle est vraiment essentielle parce que c'est souvent là que les gens coincent. Sur le reste, on va le voir, on va aller plus vite. C'est plus facile. Donc, on pourra aussi vous aider si jamais vous voulez être accompagné dans ces phases-là. Charlotte, vous pourrez la contacter, elle va vous parler d'un beau programme qu'on a qui permet de passer ces phases-là. Sinon, pour la deuxième phase de validation, une fois qu'on a une idée et qu'il faut la valider, eh bien, surtout ne vous précipitez pas à commencer à fabriquer un produit ou à développer un logiciel. Voilà la grande erreur aussi que font les gens, c'est de passer de l'idée au produit sans phase intermédiaire. Donc, en fait, là aussi, il faut essayer d'économiser le temps en essayant d'aller très vite pour, à partir d'une idée, déjà vérifier que cette idée va bien être acceptée par les clients ou va bien être une réponse au problème perçu par les clients. Bon, il y a des méthodes. Là, j'en ai mis une, créer une landing page.
Vous mettez votre idée sur Internet, vous interpellez les gens pour qu'ils s'engagent à dire oui, je suis intéressé, oui, j'ai envie, je laisse mon email, etc., etc. Et donc ça, c'est très simple, hein, c'est une journée. Faire une landing page, c'est très facile. Ça prend très peu de temps et ça coûte quasi zéro. Il y a des outils no-code, bon, là, je ne rentre pas dans les détails. Ensuite, évidemment, il faut un peu s'en occuper chaque jour pour la faire connaître, mais faire connaître son idée et vérifier, capter de l'input, c'est assez facile. Ensuite, vous pouvez faire une maquette. Alors là, je vous montre une photo où je présente une maquette parce que il y a quelques années, on avait innové, on avait inventé une idée d'un tiers-lieu, d'un concept store, etc. Et je présentais l'idée, alors là, au maire de Laval et à la ministre de l'innovation de l'époque, parce que faire une maquette, déjà, c'est intéressant, ça permet de montrer votre idée, de transformer une idée en réalité, et puis ça permet aussi de comprendre quelles vont être les difficultés, de comprendre un peu, de valider ce qu'on appelle l'ergonomie du produit. Et quand je parle de maquette, ça c'est aussi bien logiciel que maquette de produit physique. C'est pour ça que j'ai mis comme outil l'impression 3D, par exemple, ou bien les outils no-code qui permettent de réaliser des choses. Et c'est pareil, une maquette, c'est quelques jours. Enfin, l'ordre de grandeur, c'est quelques jours, c'est pas quelques mois ou quelques années. Alors, sauf si vous faites des fusées ou des centrales nucléaires, mais bon, voilà, je m'adresse quand même à des PME qui ont des projets plus modestes que ça. Et ensuite, une fois que vous avez votre maquette, eh bien, il faut la présenter et voir comment les utilisateurs potentiels, les clients potentiels vont s'en emparer. Et donc, il faut la mettre dans les mains d'usagers potentiels et écouter leurs remarques. On faisait ça pendant longtemps avec des entreprises où on regardait, on invitait des panels de gens pour prendre en main des nouveaux produits à l'échelle, à l'état de la maquette, du prototype. Et c'était assez intéressant. Et en une heure, on obtient énormément de retours sur ce qu'on est en train de faire pour améliorer sa solution. Donc voilà, encore une fois, des choses qui prennent peu de temps à l'échelle d'un projet. Là aussi, on a un petit produit pour vous aider éventuellement à faire ça. Mais je ne détaille pas, vous pouvez nous contacter si ça vous intéresse. Et puis, on passe donc à la dernière phase, la phase de l'exécution. Alors là, on est au stade où votre projet il est validé, c'est-à-dire vous avez presque la certitude qu'il y a un marché. Et vous êtes donc prêt à engager des moyens, donc de l'argent et du temps pour le réaliser. Donc là, je ne vais plus vous mentir, je ne vais plus vous dire, ah oui, mais il faut encore quelques minutes ou quelques heures. Non, là, on rentre dans un vrai projet, donc il va falloir passer des mois de travail avec une équipe, etc. Mais au moins, vous êtes certain, vous n'avez pas entamé votre capital à faire des choses inutiles. Et donc là, vous avez encore plusieurs approches de la chose qui peuvent vous faire quand même aussi et toujours gagner du temps, parce que c'est le but. Alors la première approche, c'est l'approche ouverte, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir tout faire tout seul, au sein de votre entreprise, vous allez chercher à l'extérieur des contributions qui vont vous faire gagner du temps. Donc vous allez par exemple acheter de la propriété intellectuelle chez quelqu'un qui a déjà une partie de la solution. Vous allez par exemple intégrer des briques technologiques. Voilà. Et donc votre entreprise va jouer le rôle de chef de projet, de pilote pour assembler tout ça. Ça, c'est l'approche ouverte. Ensuite, vous avez l'approche collaborative où là, vous n'êtes plus au centre, mais vous montez un consortium d'entreprises ou de laboratoires pour travailler ensemble à résoudre un même sujet, un même problème. L'avantage de ce modèle, c'est que vous allez partager le travail, donc aussi partager les coûts et partager les compétences, puisque chacun amènera sa compétence. C'est une façon aussi de gagner du temps ou de diminuer le coût ou l'impact des projets en intégrant des compétences qu'on n'aurait jamais pu se payer tout seul. Et puis enfin, une approche qui est complémentaire des deux autres, qui est pas différente et qui peut être aussi utilisée en même temps,
c'est au sein de l'entreprise d'avoir une approche participative. Au lieu de faire les projets de R&D, les projets d'innovation par le service R&D ou le service technique, c'est dès le début d'intégrer dans les projets les équipes marketing, commerciales, financières, parce que évidemment, un projet d'innovation, c'est très largement un projet de toute l'entreprise. Si on met les collaborateurs concernés que très tard dans la boucle, ça risque de mal se passer. Ça, c'est une façon de gagner du temps pour la suite. Voilà, très rapidement sur la partie exécution. Mais ça, tout ça, c'est plus classique et donc c'est pour ça que je suis passé assez vite. On a aussi des outils pour vous aider si vous voulez à chercher, par exemple, des compétences que vous n'avez pas. Et donc voilà, j'arrive à la fin un peu juste à l'heure du séminaire. On va quand même prendre peut-être quelques minutes si vous avez des questions. Mais ceux qui avaient des contraintes pourront donc partir. Voilà. Est-ce que donc vous êtes prêts à vous y mettre, à prendre le temps pour innover, mais c'est-à-dire à prendre la bonne approche pour ne passer que le temps suffisant qu'il faut. Et comme je le disais tout à l'heure, bah, vous pourrez aussi avoir des choses que j'ai écrites. Donc ce matin, être soi-même gagne du temps. Donc ça, c'est la première partie de ce que j'ai tenté tout à l'heure sur le fait qu'il ne faut pas essayer de devenir quelqu'un d'autre. J'avais aussi écrit il y a quelque temps un autre article sur la gestion du temps qui aborde les choses un peu autrement. Et puis, je pense que la semaine prochaine, je vais peut-être produire un article sur la deuxième partie du webinaire, sur les différentes méthodes de gestion aux différentes phases de l'innovation. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était un peu long et descendant, mais si vous avez encore un peu de temps, moi j'ai du temps pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Christian pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions que vous auriez envie de nous partager? C'est le moment. Et vous avez aussi le droit de ne pas être d'accord avec ce que j'ai dit. Hein. Ça m'intéresse d'avoir votre avis si c'est le cas. Ah, donc, Yves vous remercie pour l'intervention et a trouvé très intéressant le cheminement pour arriver à sortir une innovation que vous venez de nous présenter. Merci. Cyril nous dit qu'il faut digérer les différentes suggestions pour pouvoir les mettre en œuvre chez chacune d'entre nous. Oui, alors ça c'est vrai, hein, je peux commenter là-dessus. C'est vrai que ce que je vous ai donné là en une heure est très très concentré parce que c'est aussi le fruit de 30 ans, 35 ans d'expérience. J'ai passé ma vie et ma carrière à innover. Donc, tiens, j'entends bien hein, que c'est pas facile à tout de suite intégrer, mais peut-être que ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de retenir une chose ou deux de ce que j'ai pu dire et essayer déjà de commencer par l'appliquer. Voilà, faut jamais, vouloir dire je peux rien faire parce qu'il y a trop de choses, je vais pas y arriver. On commence par un détail, c'est une chose qui vous a interpellé. Eh bien, essayez déjà de faire ça. Ah, il y a une question de Olivier qui demande si on doit distinguer les entreprises qui démarrent de celles qui sont matures dans ce genre de questions. Alors oui, hein, déjà vous avez vu dans l'enquête que j'avais faite, il y avait déjà en tout cas une réponse différente des entreprises qui démarrent, des entreprises qui sont matures. Alors déjà évidemment une entreprise qui démarre, elle est plus focalisée sur un sujet, elle est tendue vers déjà se mettre en mouvement et elle est focalisée peut-être plus facilement, mais elle a beaucoup moins de moyens. Une entreprise mature, oui, elle a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de charges de travail, mais elle a en même temps beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de compétences et beaucoup plus de personnes capables de contribuer. Donc, alors, tant mieux s'il n'y a pas de problème de manque d'idées.
moi, c'est pas ce que je constate partout, hein. Je vois aussi beaucoup d'entreprises matures qui ont zéro idée d'innovation. Mais heureusement, il y en a aussi qui ont beaucoup d'idées. Donc, effectivement, voilà, le manque de temps, il va quand même empêcher de préparer l'avenir. Et donc, il faut arriver à mettre en place les outils et les méthodes que j'ai décrites qui prennent pas beaucoup de temps. Franchement, pour une entreprise mature, faire toute la phase idéation, validation, c'est facile, hein. C'est juste une volonté et une conscience surtout, une prise de conscience de ça. Et d'éviter l'erreur qui est commune, hein, que je vois souvent quand je rencontre des dirigeants, c'est que j'ai une idée, je veux faire une innovation, ça égale dans leur tête, je dois mettre des moyens, développer un produit. Non, il y a plein d'étapes à faire avant qui vont vous éviter bien des problèmes. Alors, du coup, il y a Swat qui nous partage un retour. Elle aime beaucoup l'idée d'innover en continu, d'avoir une phase d'innovation en continu et de parler régulièrement de son projet. Et elle nous partage que dernièrement, elle parle à une personne par jour de son projet et en une heure maximum. C'est très enrichissant et elle vous remercie pour l'intervention. Merci. On a un retour de Solène sur les travers des grosses entreprises qui peuvent parfois freiner ce type de processus. Donc, il faut méditer sur le sujet, pouvoir adapter sa charge de travail. Oui. Alors, c'est sûr que si vous n'êtes pas à la tête de l'entreprise, si vous êtes un salarié ou même un manager intermédiaire, il y a des choses que vous pourriez avoir envie de faire et qui vont peut-être pas être faciles parce que, évidemment, les entreprises sont organisées d'une certaine façon. Et oui, des fois, ça peut être un peu lourd. Mais à votre niveau, je pense que vous pouvez toujours, dans les projets qui vous incombent, essayer d'influer sur la façon de faire. Super, j'ai l'impression… Ah, une dernière petite question, une question de Benoît. Comment fait-on le tri dans toutes les idées et comment est-ce qu'on s'organise pour prioriser ça? Ah, ça c'est super, Benoît, parce que c'est un vrai sujet et il faudrait presque en faire un sujet de webinaire à part. Alors, justement, c'est extrêmement important d'avoir plusieurs idées en même temps et de les faire avancer en même temps. Moi, j'ai toujours une dizaine d'idées de projets que je nourris et que je fais avancer suivant le schéma que j'ai présenté en parallèle. Parce que je ne sais pas laquelle va pouvoir sortir. Parce qu'en fait, sortir une idée, c'est pas choisir la meilleure. Bon, dans un monde idéal, on dit ouais, on a 10 idées, on prend la meilleure, celle qui a le meilleur ROI, et puis c'est celle-là qu'on fait. Tout ça, c'est de la foutaise. Parce que c'est impossible de comparer 10 idées différentes. Donc en fait, choisir une idée, c'est pas choisir, c'est voir laquelle va rencontrer en premier les conditions optimales de sa réalisation. Et donc, en fait, quand on a 10 idées, on va les pousser, les faire avancer le plus possible dans ces phases d'idéation et de validation. Et puis un jour, on va avoir une opportunité de placer une idée ou l'autre en phase d'exécution. Parce que un client va nous faire une demande, parce que un financement va pouvoir être dégagé, parce que un collaborateur nouveau arrive avec des compétences particulières. Il y a plein de circonstances qu'on ne maîtrise pas a priori qui vont nous rendre possible la réalisation d'une idée. Et ça, je pourrais vous raconter pas mal d'histoires là-dessus sur le comment sont nées certaines idées. Certaines idées sont passées en phase d'exécution du fait de la rencontre avec une opportunité. Et donc, c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir plusieurs idées. Si vous n'en avez qu'une et que l'opportunité ne se présente jamais, eh bien, vous n'allez jamais pouvoir innover. Je me permets de compléter. La prochaine date du programme des matinées et webinaires de l'innovation traitera de cette question de la priorisation, comment prioriser les idées et les projets. Donc, je vous donne rendez-vous le 8 décembre pour parler de ça.
Et puis, on va peut-être prendre une dernière petite question avant de se quitter. Il y a une question de Jean-Christophe qui demande si on a des conseils ou des astuces pour faciliter les initiatives des employés et des collaborateurs pour remonter des projets d'amélioration ou voilà, faire remonter les idées du terrain pour optimiser le travail de chacun. Est-ce que vous avez… Alors, oui, alors des astuces, il y en aurait plein, mais la chose importante à dire, la chose essentielle même, qui fait qu'ensuite ça se passe pratiquement naturellement, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez établir dans l'entreprise une vraie relation de confiance, une vraie confiance dans les personnes, eh bien, elles vont progressivement s'emparer de cette confiance pour proposer des choses. Et dans toutes les entreprises où justement c'est difficile de faire parler les salariés, de les faire participer, ben, si on creuse bien, les entreprises dans lesquelles il n'y a pas un climat de confiance. Parce que la confiance est essentielle pour proposer une idée. Parce qu'une idée peut être voilà, peut ne pas être bonne, peut être ridicule au premier abord, etc. Et donc, si on n'est pas en confiance pour pouvoir l'exprimer, ben on va s'auto-censurer. Voilà. Donc, le conseil que je donne, qui est fondamental, c'est d'établir un climat de confiance, mais un vrai climat de confiance. Hein. Pas de dire aux gens, oui, oui, je te fais confiance, puis en fait, de toujours être en train d'essayer de checker ce qu'ils sont en train de faire. Non, le vrai climat de confiance qui laisse aux gens leur autonomie. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Christian, pour cette intervention. On va pouvoir terminer pour ce matin. Merci tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire. Au plus fort, on était une petite cinquantaine, donc c'est un beau résultat. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et vous dis à bientôt.